Hello. Moi, je suis très content d'être là. Moi, c'est Sidi et mon co-host. Là, hein, Elias, on est là, présent. Ok, alors moi, je suis très content d'être là aujourd'hui. C'est le premier épisode de notre podcast qui s'appelle Black Cars and Lounges. On a un guest très spécial aujourd'hui. Il est spécial parce que c'est le premier et c'est notre premier épisode. Et son nom, c'est Raph Fonzo. C'est un designer. Il fait dans la mode, il fait dans le textile. Et aussi, c'est le fondateur de la marque White Page sur Instagram. Donc, sans attendre, on va commencer. Hein. Oui. C'est magnifique. Merci Raph d'être venu. Franchement, c'est lourd. Avec très grand plaisir. Je suis ultra content de t'avoir comme premier invité. Tu sais que c'est un honneur. Tu sais que j'adore ce que tu fais. Donc, on est là pour ça. Hein. Honneur partagé. Je suis autant enthousiaste que vous, je crois. C'est cool. Franchement, c'est cool. Si l'invité dit ça, tu vois. Ah, on est là. Tu commences bien. Tu commences bien. Ok, alors Raph, on va commencer par le commencement, hein, sans tarder. Tu peux juste te présenter en quelques mots pour les gens qui vont te rencontrer, qui vont te connaître à travers ce podcast. Yes, Raph Fonzo, comme tu l'as dit, moi je le dis avec l'accent français. Hein. Ok. Si tu veux, je peux faire c'est Raph Fonzo. On est là. 29 ans, Bill représente à tous mes gars biennois. Okay. Je suis designer de mode comme tu l'as dit et qu'est-ce que tu aimerais savoir de plus mon ami? Qu'est-ce que vous aimeriez savoir de plus sur moi-même? C'est difficile de se présenter soi-même. Totalement, mais tu l'as très bien fait. Je pense que littéralement on va rentrer dans le vif du sujet. Déjà, tu vois, White Page, c'est ta marque, c'est ton petit bébé, c'est ton accomplissement, en fait, c'est ce que tu es en train d'accomplir aujourd'hui. Exactement. Et ce que moi je voudrais vraiment savoir, c'est déjà comment tu as commencé, tu vois, comment tu t'es introduit là-dedans, pourquoi tu es allé là-dedans en fait au final, pourquoi tu as commencé dans la mode. Yes. Et pas trop bâtiment, tu vois. Je prends un truc comme ça. Bien sûr. Qu'est-ce qui t'a lancé? Pourquoi t'as commencé là-dedans, en fait? C'est une question qui est en même temps très simple à répondre et en même temps très difficile. Mais ce que je vais dire, c'est que depuis très petit, en fait, mes parents ils ont toujours un peu des goûts pour l'art, la mode, le design, l'architecture, etc. Et en fait, on a toujours un peu grandi avec mon frère dans ce contexte, un peu avec des bons goûts, avec l'envie de vouloir peut-être bien s'habiller aussi, de vouloir avoir une belle apparence. Et puis donc il y a eu ça et ensuite ma maman a créé sa propre marque de vêtements en fait à l'époque. Et elle avait du succès en fait dans la région dans laquelle elle était, donc au Jura, elle avait du succès, elle avait son propre magasin, elle était vendue dans plusieurs magasins, elle faisait ses propres vêtements elle-même, elle faisait du sur-mesure aussi, etc. Donc moi je l'ai vu pendant des années en train de coudre ses vêtements, passer des week-ends à concocter quelque chose pour ses clients, tu vois. Et puis du coup j'ai vu ça et après ensuite quelques années j'ai fait du foot au niveau élite, donc j'avais pas le temps de faire autre chose, mais quand je me suis blessé, avec mon frère j'ai dit écoute là j'ai du temps, il faut qu'on lance quelque chose. On a lancé une marque qui s'appelait à l'époque See You Soon, mais c'était, franchement, par rapport à ce que je fais maintenant, c'était vraiment enfantin. On prenait des t-shirts, on mettait un logo dessus. C'était frais, mais c'était frais à l'époque. Là, maintenant, c'est claqué au sol. Mais on a fait ça et ça a duré 6 à 8 mois et franchement, c'était cool. On s'est un peu répandu vers Lausanne, Genève, etc. Mais après, moi, j'ai repris mes études, mon frère a repris ses études. Donc, j'ai laissé la mode de côté, tu vois. Et ça a mijoté dans ma tête. J'ai travaillé chez. C'est là. Tu vois, c'est un truc qui est au fond de toi. Et puis, moi, je suis toujours parti du principe que les appréciations que j'ai pour certains sujets, si je sens que ça gravite encore autour de moi, que ça touche mon cœur et qu'il y a des choses qui se passent, je peux pas juste me dire c'est à la poubelle, on laisse de côté. Je laisse un peu mijoter. Si après quelques années, je sens que c'est plus le moment, tu vois. Mais là, en l'occurrence, donc j'ai travaillé pendant 3 ans dans le domaine horloger chez Breitling. Et tous les jours, je pensais à ça, à la mode. Mais est-ce que je devrais vraiment faire un retour dans la mode? Un retour, un vrai commencement dans la mode, est-ce que je veux dire, un vrai truc dans la mode? Il faut dire ce qu'il y a quand tu commences, il faut toujours, tu sais, t'as toujours ce baby step, tu vois. Exactement. Tu commences avec un petit truc, c'est un espèce de petit jouet avec lequel tu joues, puis c'est pas vraiment un instrument, mais c'est une activation, en fait, c'est une activation. Et du coup, ça a pris 3 ans, et je réfléchissais, j'en parlais avec ma femme également, et puis après 3 ans et demi, j'étais à mon bureau, j'étais devant l'application, enfin pas l'application, mais le programme Word, devant cette page blanche, tu vois. Je te mets, attends, là il y a une page blanche. Et je suis un communicateur, je suis quelqu'un qui aime parler, je suis quelqu'un qui aime énormément les relations. Et je me suis dit, premièrement, un White Page, c'était l'objectif de base, intrinsèquement parlant. Je me suis dit, je vais lancer une page Instagram où les gens, ils vont partager leurs rêves. Donc ça va s'appeler White Page, les gens vont partager leurs rêves et je vais les repartager sur Instagram pour qu'on puisse générer du rêve, générer de l'activation dans la vie des gens. Donc je me suis dit, il faut faire ça, ça serait incroyable. Et en fait, 5 minutes après, je dis, mais en fait, j'aime trop la mode, j'ai ce concept-là, pourquoi j'appellerais pas ma marque White Page et je construirais cette vision au travers de mes vêtements et au travers de ce que je veux communiquer à la communauté. Et je suis rentré à la maison, en fait, et j'ai commencé j'ai dessiné, alors que ça fait
un peu claqué au sol, mais j'ai commencé à dessiner des vêtements et je pense que j'ai dessiné 3 collections, donc c'est-à-dire une quarantaine, cinquantaine de vêtements en 24 heures. En 24 heures, j'étais à la maison, je disais à ma femme, mais franchement, je veux me relancer dans la mode, je veux faire quelque chose dans la mode. Et voilà, elle m'a dit, il faut prendre le temps, il faut réfléchir, il faut être sûr de faire le bon move, etc. Et après 6 mois, j'ai vraiment eu la confirmation, je sentais que c'était juste de partir là-dedans. Et j'ai entamé la démarche. Beau. Et aujourd'hui, ben voilà. C'est beau. Déjà là, on a eu la mission de la boîte. J'ai kiffé. Du coup, justement, pour rebondir directement là-dessus, Yes. Justement, toi, ta mission, comme tu l'as très bien expliqué, c'est justement de produire et puis de mettre en avant les rêves des gens. Mais comment est-ce que tu penses faire ça, en fait? Comment est-ce que tu vois, dans le sens où tu as ton habit, comment est-ce que tu manages tout ça pour justement arriver à ce résultat-là? En fait, nous, notre objectif et mon objectif de base, je suis quelqu'un de très relationnel, comme j'ai dit au préalable, et j'apprécie énormément, je vous l'ai aussi dit avant l'émission, j'apprécie énormément voir des gens se développer, voir des gens créer des projets, qu'ils soient petits ou grands, peu importe, l'importance, à la limite, on s'en bat les steaks. L'important, c'est de se lancer, c'est de créer. Et en fait, moi, je suis toujours parti du principe, depuis le début du White Page, que ça m'intéressait pas, en fait, de me lancer dans la mode juste pour créer du textile, en fait, parce qu'il y a 150 millions de marques de vêtements, il y a 150 millions de designers, donc à quoi bon entrer juste pour faire des nouveaux designs, essayer de créer de l'innovation juste au travers d'un vêtement? Moi, je me suis dit, si je viens dans la mode, c'est parce que j'ai quelque chose de plus à apporter, c'est-à-dire un côté humain. Et je suis pas en train de dire maintenant que je suis meilleur que tout le monde, que ma vision, elle va claquer tout le monde, et puis tout le monde, ils vont tous passer pour des ignorants à côté de moi. C'est pas ça que je suis en train de dire. Le point est le suivant, c'est que je me suis dit, je rentre dans la mode et j'ai une vision à donner. Et cette vision, alors c'est au travers du rêve, de pouvoir d'activer les gens. Rien que le fait de m'être activé, ça communique le fait qu'aujourd'hui, peu importe qui tu es, peu importe de où tu viens, si tu as le cran nécessaire, pour ne pas dire ce qu'il ne faut pas dire, si tu as le cran nécessaire, tu peux le faire. Et du coup, ça, c'était vraiment cette idée-là de pouvoir activer les gens au travers de ma propre activation. Et après, dans la manière de communiquer, de dire, mais écoutez les gars, moi, je suis toujours parti, je faisais du foot et je voulais devenir professionnel. J'étais à ça. J'ai eu une blessure, etc. Mais je suis toujours parti du principe que je venais du Jura de Delémont, que même si je venais du Jura et de Delémont, je pouvais devenir un top player au foot. Ça, c'est loin là-bas. Vous avez entendu? Tout le monde peut le faire. Clair. Delémont-Jura, hein. Inspiration. Et quand je faisais du foot à l'époque, je disais la même chose. Et les profs à l'école, ils étaient là quand j'étais en sport à études, etc. Ils me disaient, mais arrête de penser comme ça, tu viens du Jura de Delémont. Alors ça doit être certainement un truc de famille, mais j'étais tout le temps là. Mais moi, je vous écoute pas. Je vous écoute pas parce que si dans mon cœur, ça brûle, et si j'ai le talent et j'ai le nécessaire pour arriver là-haut, je veux arriver là-haut. Et du coup, c'est vraiment ce que je veux communiquer au travers de White Page. Et après, il y a aussi d'autres aspects qui sont les aspects des conditions de travail, de manière éthique aussi, de pouvoir valoriser les gens. Comme tu le sais très bien, moi, je veux vraiment honorer les gens dans ma vie. Quiconque est autour de moi, j'ai envie d'honorer, j'ai envie d'encourager, j'ai envie de pousser de l'avant. Et c'est vraiment ce qu'on veut faire au travers de White Page. Vraiment pouvoir inciter les gens à activer leurs rêves, mais bien plus que ça, leur dire en fait qu'ils ont de la valeur et au travers justement de notre manière de travailler, des conditions de travail qu'on veut offrir à nos employés, futurs employés, et la manière de travailler aussi, parce qu'actuellement, on travaille en Suisse avec ma maman. On aura aussi plusieurs employés qui vont arriver incessamment sous peu, qui vont travailler pour nous dans des superbes conditions, et ça, c'est notre objectif. Donc ce côté, en fait, finalement, c'est un côté très humain qu'on essaye de promouvoir, pas simplement le rêve, les super conditions de travail, mais c'est ce côté très humain, très proche des gens, très proche de nos fournisseurs, très proche de nos collaborateurs, très proche des employés, ce côté humain qui, à mon avis, dans la mode comme dans bien d'autres domaines, il est manquant, cet aspect-là. D'accord avec toi. Ok. Je vais juste rebondir par rapport à une chose, c'est que moi et la plupart des gens, quand on pense Suisse, on pense plutôt chocolat, on pense plutôt montre, hein. Ça c'est une réalité. Les banques aussi. Les banques aussi, ouais, c'est vrai. Argent, money. Donc, et puis aussi par rapport à l'économie, à tout ce qui se passe ici au niveau de vie, il n'y a pas beaucoup de gens et il n'y a pas beaucoup de jeunes qui se lancent. Tu vois. Et d'autant plus se lancent dans le monde du textile, dans le monde de la mode. Parce que quand on pense à la mode, ce qui me vient en tête, c'est Italie, Paris, à la limite chez les ricains, tu vois. Et donc, qu'est-ce qui t'a poussé à te lancer en Suisse ici? Et puis, parce que, ce que j'ai compris, tu fais vraiment local, tu es à Bienne, tu as ta petite fabrique là-bas. Donc, qu'est-ce qui t'a poussé à le faire sur Bienne et non pas à délocaliser peut-être la chose? Parce que
Moi, je suis partisan du mouvement soyez fiers de vos racines, soyez fiers de où vous venez, et d'autant plus quand on vient de Suisse, sachant qu'on a un contexte extrêmement favorable. Alors, dans certains aspects, au niveau par exemple de textile, c'est plus compliqué, mais moi je suis toujours parti du principe que la Suisse est un pays qui est extrêmement, pas chanceux, mais un pays riche dans tous les sens du terme. Et pour moi, je ne pouvais pas m'imaginer genre partir à l'étranger alors que je viens de Suisse. En Suisse, j'ai tout pour pouvoir faire les choses bien, que ce soit du soutien financier, que ce soit dans plein de domaines. Et du coup, c'était, entre guillemets, une sécurité. Mais c'est pas ça le premier aspect. C'est vraiment le fait de se dire, on est Suisse et on veut faire promouvoir ça. Et moi, j'ai toujours dit, j'ai envie de mettre la Suisse sur la carte au niveau de la mode. C'est pas pour la fame, c'est pas pour avoir de l'argent, c'est pas pour que les gens disent, oh, Rafonso, c'est un ouf. Dans 15 ans, il y a des jeunes de Suisse qui disent, ouais, Rafonso, il a révolutionné le game. Non, c'est juste pour dire que, certes, en Suisse, il y a des domaines qui sont bien plus prépondérants que d'autres, mais moi, je pense que, sincèrement, on peut mettre la Suisse sur la carte au niveau de la mode. On a des villes comme Zurich qui ressemblent pour moi un peu à New York, ces grosses villes, des grosses métropoles qui ont des vraies mentalités, des vraies ouvertures d'esprit. Pourquoi pas se dire que la Suisse, et j'en parlais à Stress une fois, pourquoi pas avoir une vraie Fashion Week à Zurich un jour? Clairement. Tu vois ce que je veux dire? Clairement. C'est qu'à un moment donné, la Suisse, c'est 7 millions d'habitants, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? C'est la même mentalité que de se dire, je viens de Delémont, une ville de 12 000 habitants, j'ai pas le droit de claquer tout le monde dans le monde entier puis devenir un designer qui est super connu à New York, etc., etc., tu vois. C'est une histoire de mentalité. Et mais répète juste un peu ce que tu m'as dit, parce que je crois qu'il y a 2-3 trucs que j'ai pas encore répondu. Non, c'est bien ça. En fait, donc je t'ai dit, pourquoi tu as choisi de le faire localement et non pas peut-être délocaliser la chose. Ok. Et je reviens là-dessus justement, c'est aussi de par les conditions. Vraiment, je reviens aussi aux conditions de travail, c'est qu'actuellement, j'ai pas envie de faire scandale dans cette vidéo, j'ai pas forcément envie de mettre en avant des choses qui sont pas ok, mais dans le domaine de la mode, c'est un domaine clairement où l'humain n'est pas mis au centre. C'est un domaine où on essaye de faire un maximum de profit en donnant un minimum d'argent aux gens qui produisent. Tu vois ce que je veux dire? Clairement. Donc moi maintenant, si je vous prends des exemples du Bangladesh où les gens sont absolument pas payés, il y a même des grosses firmes qui commandent, enfin qui font produire leur collection, et en l'occurrence dernièrement par rapport au coronavirus, elles ont fait produire leur collection. Il y a évidemment le chiffre d'affaires qui a baissé. Ils ont dit, on veut plus les collections. Elles étaient produites, ils n'ont pas payé. Donc, dégradation, entre guillemets, de la relation humaine. Tu vois ce que je veux dire? Mauvaise condition de travail pour eux. Et du coup, c'est vraiment des choses qui, moi, me disent, ok, ça me coûte plus cher de faire en Suisse, mais je m'en bats les steaks. Moi, je veux vraiment honorer les gens. Je veux vraiment avoir les meilleures conditions de travail en Suisse. Et du coup, c'est pour ça que je centralise tout. Et certes, ça crée des vêtements qui sont plus chers que d'autres, parce que si je fais produire au Bangladesh, ça me coûte rien. Mon vêtement, mon t-shirt que je vends aujourd'hui peut-être entre 140 et 160 francs, je vais le vendre 50 francs s'il est produit au Bangladesh. Mais c'est pas ça qui m'importe. Moi, c'est vraiment pour avoir une manière éthique de travailler. Des conditions humaines qui sont favorables à chaque personne qui travaille pour White Page. Et j'ai envie de révolutionner le game aussi de ce point de vue-là, en fait. Il y a d'autres marques qui le font, Je ne suis pas le premier à prôner ce genre de discours, Je veux dire, je suis jamais parti de ce principe-là que j'étais le premier en tout, tu vois. Mais juste de se dire qu'aujourd'hui, on doit conscientiser les gens. Et dans la mode, je pense que c'est, parce que c'est le domaine dans lequel je suis impliqué, les gens doivent capter que les choses doivent être faites différemment. Et on doit peut-être arrêter de regarder qu'au côté financier, en fait. Parce que, malgré le fait que tu puisses faire beaucoup d'argent, je pense que tu peux dégrader énormément de vies humaines. Et les vies humaines, si elles sont plus là, elles produisent plus. C'est aussi elle qui achète. C'est aussi elle qui achète. Parce que ce sont les gens aussi qui sont derrière. Mais la marque de vêtements, comme la marque de montre, ou n'importe quel autre business, s'il n'y a pas les gens, elle tu peut fais pas quoi? Elle est Tu très fais belle, quoi? ta montre, si elle n'est pas portée, Parce que si tu as ta machine à coudre dans ton usine, s'il n'y a pas un couturier, ma foi. Moi, c'est pour ça, en fait, que j'ai vraiment envie de mettre le focus sur les gens, parce que s'il n'y a pas les gens, il n'y a rien. Si j'existe pas dans ma marque, il n'y a pas de vêtement qui se crée. Si j'ai pas un couturier ou une couturière qui coud, mon vêtement, il reste sur le papier blanc. Tu vois ce que je veux dire? S'il n'y a pas des consommateurs, bah, je fais pas de chiffre d'affaires. Donc, je peux pas continuer mon business. Donc, en fait, tout tourne autour des gens, en fait. Clairement. Et Raph, alors tu as combien de gens dans ton unité de production? Enfin, tu emploies combien de gens? Donc, directement. Alors, tu parles de production, mais dans le complet ou bien juste des couturiers? Parce que j'ai des collaborateurs. Bon, alors, on va dire des couturiers. Alors, tu as combien de couturiers déjà? Alors, actuellement, depuis, on a commencé il y a 1 année et demie, je travaille en collaboration complète avec ma maman. Donc, on produit tous les vêtements, toutes les commandes, les prototypes, les nouvelles collections, etc. avec ma maman exclusivement. Là, on va passer à un nouveau step où on va devoir engager des gens. Mais jusqu'à aujourd'hui, c'était ma maman et moi-même.
Alors, Ok. c'est magnifique, Ouais. c'est la famille, C'est une belle histoire. c'est Hein. une belle histoire. Franchement, sur le papier. Sur le papier, c'est une belle histoire. Et, Mais dans le backstage, c'est compliqué. C'est toujours compliqué de travailler avec la famille. Hein. C'est pas facile. mais alors justement, là, c'est pas au niveau relationnel, parce que Je pense. Ouais. au niveau, je dirais, moi, je sors d'une famille où on s'aime tellement fort, Ok. on se comprend, on La se parle chance. bien, c'est génial, c'est magnifique. Ah non, clairement, c'est magnifique. Mais quand je dis que dans le backstage, c'est un peu plus compliqué, c'est-à-dire que typiquement, l'année passée, on a fait un pop-up shop Ah, en été, sortir on n'a pas encore sorti vraiment des collections, mis à part celle qui va arriver prochainement, oui. mais l'année passée, on a sorti une petite capsule, une collection capsule, où on a produit pour le pop-up 85 pièces Mhm. en 3 mois, ma maman et moi. Et je peux vous dire qu'en Wow. 3 mois, ma maman travaillait à 100% à côté, hein, en tant qu'enseignante. Moi, je travaillais encore dans une autre entreprise avant. 85 pièces en 3 mois, je peux te dire que tu transpires de ouf. Et il y a même quelques pièces qu'on a dû quand même laisser de côté parce que c'était impossible à tout réaliser, mais c'est chaud. Mais c'est une expérience humaine qui est exceptionnelle. Travailler avec ta maman, faire 85 pièces, ensuite surtout sur vendre ton des rêve, hein. pièces. Sur ton rêve, c'est magnifique. Franchement, c'est magnifique. Et aussi, un truc qu'il faut dire, c'est que si j'avais pas ma maman, j'aurais pas fait le 75% du chemin que j'ai fait, en fait. Parce que payer une couturière en Suisse, je vais pas en dire plus. Ça veut tout dire ce que j'ai dit là. C'est trop cher. D'ailleurs, c'est l'une des raisons pour lesquelles il y a aussi ce ralentissement à ce niveau-là, tu vois, des lancements de marques, etc. Mhm. C'est que t'as pas forcément les bonnes personnes autour de toi. Exactement. Et en l'occurrence, là, je pense que t'as beaucoup de chance de pouvoir bosser avec ta maman. Ouais, Donc, 100%. c'est vraiment cool. Et c'est vraiment gentil à elle, tu vois, de se joindre à toi et puis Clairement. de te soutenir. Bon, c'est ta maman, hein, qu'on Oui, se oui, comprenne. Mais même dans le sens, c'est quand même ton rêve et tout, donc c'est beau. Exactement. Franchement, c'est beau. Exactement. Et il n'y a pas toutes les mamans ou toutes les personnes de notre propre famille qui seraient ouvertes à faire ce ma maman, elle travaille, mais vous imaginez pas le nombre d'heures qu'elle a passé. Et là, aujourd'hui, ce soir, elle est certainement en train encore de produire des pièces qu'on va shooter samedi ou dimanche. Mhm. Donc, elle finit son boulot d'enseignante, elle rentre à la maison, elle boit son petit café, elle produit mes vêtements. Donc, c'est waouh, c'est Bon, une grâce en fait de pouvoir Ouais. faire ce genre de choses. Ouais, et je pense que ce qui a permis cela, c'est que vous partagez la même passion, en fait, tu vois. Et puis Il y a elle l'a de ça transmise. Donc, du coup, ça la dérange pas forcément, à part peut-être le nombre d'heures supplémentaires qu'elle met, met au-dessus de son travail. Mais peut-être que ça la dérange pas autant parce qu'elle travaille sur un truc qu'elle Vraiment. aime vraiment, tu vois. Et je vais vous dire la vérité, ma maman, elle a 30 fois plus d'énergie que moi. C'est vrai? Moi, je suis un hyperactif. Bah, mais t'aurais elle dû est venir avec elle. hyperactif. T'aurais dû venir avec elle, ça aurait été super. Ah, ça aurait été incroyable. Franchement, il fallait la ramener. Et puis, Saison indirectement. 2, épisode 3. Exact. Merci. Et puis, indirectement, tu travailles avec combien de gens? Alors, donc là, tu parles aussi des collaborateurs. Exact. Ok, alors j'ai ma femme est à mes côtés, hein, Mhm. cofondatrice forcément. C'est ma femme, Mhm. elle est avec moi, elle me soutient. Mais sinon, j'ai un photographe à l'anglaise, un photographe et un graphic designer. On sait que t'es New York. C'est bon, on a compris. Eh, pars pas sur cette piste-là parce que ça va être un épisode complet sur New York. Donc il y a un graphic designer, photographe, une personne qui s'occupe de l'administratif Mhm. et prochainement il y a un move qui va être fait dont je peux pas parler Mhm. parce que c'est pas encore officialisé sur les papiers. Niveau tacite, c'est officiel mais pas sur les papiers donc j'en parle pas forcément. Mais ça va inclure plus de personnes, plus de finances Mhm. et aussi sinon indirectement on a des fournisseurs donc nos fournisseurs de tissus sont suisses. Aussi, ça c'est important, nos fournisseurs de tissus sont suisses. Certes, le coton n'est pas produit en Suisse, par Ouais. exemple, si on utilise du coton, Oui. mais ils sont en Suisse, nos fournisseurs de tissus. On a aussi les fournisseurs de cuir qui sont en Suisse. Donc, tout ce qu'on fait actuellement, c'est en Suisse et on essaye vraiment de garder la barre du 90% fait en Suisse. Mhm. Très souvent, c'est du 100%, Mhm. mais si on fait des t-shirts en coton, forcément, ça réduit un peu le pourcentage. Mais nos fournisseurs directs sont suisses. Toutes les personnes avec qui on est impliqué et qui sont influents dans le projet sont suisses. Ok, et je pense qu'à la fin, on va sûrement mettre le link de ta page naturellement sur le podcast. Yes. Et puis, mon co-host et moi, on a remarqué que tu utilises assez le cuir, tu vois. Donc, qu'est-ce qui t'attire dans cette matière? Pourquoi le cuir et non pas Les un autres autre textiles, tissu, quoi. tu vois? Ouais, les autres textiles, etc. Parce que vraiment, Qu'est-ce qui genre, il y a t'attire beaucoup dedans? de pièces. En tout cas, le cuir est prépondérant. Oui, oui, oui. Dans le sens où Oui. il y a de tout, hein. Il faut dire, il y a Oui, des bien t-shirts sûr, et tout. Oui. Mais il est quand même prépondérant. Et puis, Ouais. on se demandait justement, pourquoi, en fait? Pourquoi, est-ce qu'il y a une attirance particulière ou, en fait, En fait, moi, je fonctionne beaucoup par instinct et appréciation. Genre, je suis pas par exemple, quand je design, je suis pas des tendances. Moi, je me dis qu'est-ce que j'ai envie de porter et je le crée. Et si j'ai une appréciation pour un tissu, alors certes, actuellement,
Et depuis le début, j'essaye vraiment d'utiliser des matières qui sont déjà nobles, mais premièrement, et c'est la priorité, qu'ils soient des matières qui sont éthiques. C'est quoi une matière noble? Une matière noble, Pour les profanes, hein? le cuir, c'est une matière noble, c'est une matière qui est très chère aujourd'hui ici. Okay. Je peux aller chercher du cuir en Turquie qui ne coûte rien, mais aujourd'hui, on travaille avec des fournisseurs suisses. Le cuir est une matière noble, une matière qui est coûteuse. Et d'autant plus quand tu travailles avec des gens qui sont aussi attentifs à la manière dont les animaux sont traités. Parce que le cuir, ça vient de l'animal. Je l'apprends à personne, certainement, mais le cuir vient de l'animal. Et du coup, les personnes avec qui on travaille, qui sont des super personnes. Aussi, on fait aussi attention de travailler avec des fournisseurs qui ont le même enthousiasme que nous, la même vision et la même idée que nous. Et les personnes avec qui on travaille dans le cuir, c'est des personnes qui font attention à ça. Ils sont certifiés ISO, ils font pas mal de processus pour faire en sorte que le cuir soit éthique, traité de la bonne manière. Du coup, ben voilà. Alors le cuir, certes, c'est une matière que j'apprécie énormément. Ça dégage quelque chose de très noble et c'est difficile à expliquer pourquoi j'apprécie le cuir, mais c'est une attirance personnelle. C'est une attirance personnelle et c'est un feeling, c'est quelque chose de, je sais pas. Moi, je porte du cuir sur moi, je sais pas, il y a un truc différent. Et après, ben, on essaye de beaucoup travailler avec le coton parce que le coton, même s'il n'est pas forcément produit en Suisse, c'est une matière qui est quand même beaucoup plus éthique que le polyester, par exemple, parce que le polyester est de base racine du plastique. Donc, et ça pollue beaucoup. Et ça pollue beaucoup. Énormément. Exactement. Et du coup, on essaye vraiment de travailler avec des matières qui sont bonnes pour l'environnement et qui sont bons aussi pour le corps. Parce que nous, typiquement, je sais que de temps en temps, souvent dans le processus de création et dans le processus d'achat de tissu, je dis à ma maman, mais qu'est-ce que tu penses de ce tissu? Est-ce que tu penses qu'il va être agréable pour la peau, déjà? Est-ce que tu penses qu'il peut avoir des mauvaises, comment on appelle ça? Des mauvaises répercussions au niveau du lavage, au niveau de... Ça, c'est très important. Tant de fois que tu l'as porté, etc. C'est un truc qu'on pose souvent. Je vais pas te mentir, moi, tu vois, je connais des marques, même des gens qui font des marques et tout. Et c'est pas forcément un truc que les gens ont en tête quand ils créent. Et je pense qu'Amadou, qui ont souci, tu vois. En fait, pour moi, c'est tellement important. C'est comme je vous ai dit au préalable, au tout début de l'épisode, je vous ai dit, en fait, j'ai pas juste envie de faire du textile, j'ai envie de donner plus que le textile. Et pour moi, le fait de t'intéresser à pourquoi tu fais les choses et comment tu fais les choses et les critères de certains textiles, etc. et savoir, voilà, nous, par exemple, on nettoie, enfin on lave, je suis toujours de la peine, tu nettoies ta voiture, tu laves tes vêtements. Ok. C'est exactement ça. Je fais souvent l'inverse. Machine à laver. On est là. Très bon. Mémotechnique, bon moyen mémotechnique. On est là pour ça. On est là pour ça. Et du coup, qu'est-ce que je disais par rapport à ça maintenant? Ah oui, nous on fait vraiment attention. Par exemple, typiquement, tous nos tissus, ils sont lavés avant pour être sûr qu'il n'y ait pas de rétrécissement quand les personnes elles reçoivent le vêtement. Et après, on avertit les gens. Mais on essaye de faire un maximum de choses pour éviter que les gens vivent des mésaventures, entre guillemets, dans leurs vêtements. Ça, c'est extrêmement important. Je pense que mon co-host, il le sait. Oui, l'année passée, par exemple, j'ai acheté, je pense, un pull à Zara. Et il était en coton, je crois. Et vu que j'ai eu beaucoup de mésaventures auparavant, et j'ai dû repartir vers la caissière pour lui demander effectivement si, après le premier lavage, s'il va rétrécir, tu vois, parce que j'ai eu beaucoup de mauvaises surprises, tu vois, au premier lavage ou peut-être au séchage, tu te retrouves avec un truc qui ne ressemble à rien avec avec ton pull, tu vois, ou avec ton pantalon, et c'est vraiment désagréable. Et vu que tu dis ça, vu que toi, tu fais attention à ça, je trouve ça... Après, tu parles du séchage, par exemple, si tu parles d'un t-shirt et tu parles de choses en 100% coton, il faudrait éviter le séchage. Il faudrait mettre à la machine à laver et puis tu peux passer au fer à repasser, mais exactement, un peu le laisser sécher à l'air libre plutôt que d'essayer le séchage. Tu perds certaines heures si tu as envie de le porter tout de suite, ma foi, voilà. Mais il faudrait, le 100% coton, il faudrait vraiment laver à la machine et puis ensuite faire sécher à l'air libre. Et puis après, tu peux passer au fer à repasser. Mais le séchage, je pourrais pas dire maintenant, je pourrais pas affirmer à 100% que après, en l'ayant lavé au préalable avant que la personne achète, que lorsqu'elle le passe à la machine et qu'elle le met au séchage, que ça rétrécisse ou pas. Ça, je peux pas dire. Mais en règle générale, il faudrait éviter le séchage. Alors ça, je suis totalement... Question bête, hein. Ouais, vas-y, excusez-moi. Non, vas-y. Le cuir, on le lave ou pas? Comment tu le traites? Le cuir, exactement. Le cuir ne se lave pas à la machine, il se traite. Et par exemple, pour les odeurs, en règle générale, on dit, je ne sais pas si c'est un mythe ou c'est une réalité, tu le mets dans un congélo. Dans ton congélo, alors pas 25 heures, hein, mais non, mais c'est vrai. Pour que l'odeur elle parte. Parce que je t'assure, à la base, la jeans, c'est pas censé te laver. Parce que je t'assure que j'ai pris le train
avec tu vois, des gars ou des gens qui portaient une veste en cuir et puis sont clairement que depuis qu'il l'a acheté il y a 10 ans qu'il l'a jamais lavé, tu vois. Et ça fouette, hein. Ah, ben forcément, mais Tu vois? non, mais ça implique un entretien. Ouais. Même si tu dois pas le laver comme t'imagines toi laver ton t-shirt, etc., Mhm. ça implique de l'entretien. Donc, Mhm. comme il a dit, il faut le traiter. Et après aussi, il faut savoir que, en général, du cuir, tu vas pas le porter sous la pluie. Naturellement Tu pas. le- Il y a des trucs. Ah, exactement. pas à faire. Et après, tu Voilà. parlais du jeans qui m'a fait plaisir par rapport au jeans parce que il y a beaucoup de gens qui sont très peu conscients que le jeans de base, c'est pas une théorie parfaite que je suis en train de dire là, mais le jeans de base, c'est pas un vêtement que tu laves vraiment. Et, ben, Levi's, ils ont fait beaucoup de réclames par rapport à ça. De réclames, ou le vieux mot, de marketing par rapport à ça. Non, les Ça, faut être suisse pour comprendre ça. hein. Alors, la réclame, réclame. c'est la pub, hein. la réclame. Pour les... Non, mais les vis aussi, si vous allez bien au fond de leur marketing, etc., Mhm. ils font très bien comprendre qu'un jeans ne se lave pas forcément. Pourquoi aussi on vend des jeans délavés aujourd'hui? C'est Ouais. aussi le fait de pas forcément le laver, de Ouais, l'user, etc. Moi, je vais vous dire cash, hein, je lave tous mes jeans, alors j'en ai beaucoup, mais tous mes jeans, ils passent pas plus que 2 fois par année à la machine. Ah, il faut pas, sinon, il change. À part aussi, si tu c'est transpires comme un ouf. Ouais. Je veux dire, Si mais tu- moi, non, j'ai mais c'est tellement plus peur de pur, transpirer hein. dans mes vêtements que je transpire pas dans mes vêtements. Non, j'abuse, mais si tu transpires pas dans ton jeans, t'as pas besoin de le nettoyer, enfin de laver. De la machine à laver. Ouais. Aussi une autre question. Alors, tu as évoqué un mot tout à l'heure. Alors, c'est pop-up shop. Je sais pas Oui. si tu te rappelles. Exactement. Dans nos recherches aussi, on a vu que tu en as fait un ou deux. J'en ai fait 2. Deux. C'est quoi la recette? Enfin, d'abord, il faudrait dire un pop-up shop. Alors, un pop-up shop, c'est un mot anglican, anglophone, anglo-saxon. Anglo-saxon. Ok. Et, ça veut dire, en fait, c'est simplement, c'est une boutique éphémère Exactement. que tu ouvres pendant une période déterminée. Peut-être Exactement. pour une semaine ou 2 semaines, ou même un jour. Ouais. C'est à toi de voir. Exactement. Et donc, toi, tu l'as fait 2 fois. Exactement. Et ça a apparemment bien marché. Vraiment bien, oui. Vraiment bien. Vraiment bien. Super pour toi. Merci. Quelle est la recette derrière un bon pop-up shop? Un bon pop-up shop. Yes. Ouais, Mais en fait, avec moi, tu vas changer ce nom parce que nous, Ouais. moi, je suis quelqu'un, je prétends pas vouloir faire des choses qui n'ont jamais été faites, mais moi, maintenant, j'ai décidé que ça s'appellerait plus pop-up shop au travers de White Page, ça s'appellera FMR Operation. Ah ah. Donc, opération Il joue avec éphémère. les mots, lui. Hein. Exactement. Mais pour moi, c'est Il joue important en avec fait, les de se mots, le distinguer. bouga. Pour moi, c'est important de se distinguer un peu dans tous les domaines, tu vois. Et c'est pas une histoire de dire aux gens, je suis meilleur que vous. Absolument pas. Ouais. Mais j'ai envie de créer aussi cette distinction au travers oui. des termes, en fait. Donc, ça Vas-y. s'appellera FMR Operation. Vas-y. Et quelle est la recette derrière ça? Mhm. Est-ce que c'est une bonne pub? Est-ce que c'est beaucoup de teasers? Est-ce que c'est tes relations? Est-ce que c'est... Ouais, en fait, moi, j'allais plus rentrer dans le sens, vu que tu veux créer un autre truc qu'un pop-up shop, c'est plus quoi ta définition de toi, de ce petit magasin éphémère, tu vois, que tu Ouais, appelles très bien. Operational FM. je sais pas, FMR Operation. FMR. FMR Operation. Donc, Ouais. c'est un petit peu genre, vu que justement tu veux te distinguer, en quoi tu te distingues, Ouais. en l'occurrence. Alors, en l'occurrence, Ouais. c'est surtout le mot maintenant, de Ouais. dire, je veux plus appeler ça pop-up shop, mais je vais appeler ça Ou c'est quoi FMR tes idées pour Operation. le futur, tu vois, peut-être. Ouais, ben exactement. En fait, le truc, c'est que pour moi, le pop Dévoile pas tout, hein. Non, t'inquiète. Ouais, non, mais là, ce que je veux dire, ça dévoile rien du tout. Mais FMR Operation, pour moi, c'est le fait de permettre à des gens déjà de venir goûter à quelle est clairement la vision et l'ADN de la marque et le cœur, en fait. Parce que au travers d'un site internet, ben voilà, tu vois des vêtements, mais c'est pas palpable, la vision, tu vois. Quand tu vas sur un site internet, tu vas pas forcément dans About et puis tu regardes, ok, le designer est telle et telle personne. Bah Moi, oui. je fais ça parce que je suis tellement un fan que je me dis, si j'achète de cette marque, j'ai envie de savoir d'où vient ce designer, qu'est-ce qu'il fait, pourquoi il fait ce qu'il fait. Mais en l'occurrence, le 85 voire le 90% des gens ne font pas ça. S'ils vont sur un site, ils veulent acheter, point final, ils veulent aller au checkout en 2-2 et c'est fait. Et du coup, un pop-up shop, ça te permet vraiment de connecter avec les gens. Et je parlais avant du côté humain. Le pop-up shop, pour moi, c'est la meilleure des choses que tu puisses faire. Parce que tu peux connecter avec les gens. Et les gens aussi, il faut savoir quand tu es une marque qui n'est pas encore connue, qui vient de commencer et qui vend des produits qui sont relativement chers quand même, hein, mais on n'a pas le choix de faire autrement. Ouais, bien sûr. Tu vas pas prendre le risque d'acheter un vêtement sur un site internet et de te dire, ok, je peux pas le renvoyer, je peux pas le tester, il me coûte 2500 balles, par exemple, une veste en cuir comme ça serait en 2000 et 2200 francs, et je vais pas prendre ce risque-là. Donc, s'il n'y a pas de pop-up shop, bah, je vais pas acheter la marque. Ouais. Et surtout, je pense le toucher, tu vois. Ouais, c'est ça. Elle coûte combien? Elle coûte combien, la veste? Elle va sortir cet hiver, donc je peux pas dire exactement le prix, mais je pense, Je pense, Elias, toi et moi,
Je pense pas qu'on pourra s'offrir ça. Bah, si j'étais pas le designer, je pourrais certainement pas me l'offrir aussi. Mais non, mais ce que je veux dire par là, du coup, c'est que c'est vraiment ce côté relationnel qui est super important dans les FMR operations. Ah oui. Et aussi parce que les gens peuvent venir tester le vêtement. Bah, Et on a tellement de gens qui sont venus, Et ça, c'est important. qui sont venus, ils ont testé. Non, mais à nos pop-up shops, chaque personne qui vient, alors je dis pas qu'elle l'achète tout le temps, mais on a des gens, au début, ils n'étaient pas sceptiques de la marque parce qu'ils appréciaient la marque, mais ils pouvaient pas forcément tester. Pendant 6 mois, ils ont fait un peu figure, ils étaient un peu dans les shadows, tu vois, ils se disaient, on verra ce que ça donne. Ils sont venus à notre dernier pop-up shop, ils ont acheté pour 800 francs. Ils ont été séduits. Ils ont été séduits par la vision pendant un petit moment, puis après ils se sont dit, est-ce que vraiment ça fonctionne? Est-ce que vraiment c'est cohérent? Ils sont venus au pop-up shop, ils ont dit, ok, c'est cohérent, on achète. Et puis après, je sais plus si c'était toi ou... Je finis juste par rapport à l'FMR Operation. Moi, j'ai vraiment envie que les gens ils puissent connecter avec nous en tant que personne. Parce que moi, j'ai toujours dit, d'ailleurs, le dernier pop-up shop qu'on a fait en juin dernier, il s'appelle Human Over Social Media. Donc, l'être humain en dessus du réseau social, tu vois. Et aujourd'hui, on est tellement dans les réseaux sociaux que j'avais envie de communiquer ce message, de dire, mais en fait, maintenant, nous, on vient dans la vraie vie. Venez nous rencontrer dans la vraie vie. Et c'est cette possibilité qui permet aux gens de venir nous voir, de tester nos vêtements, de parler avec nous aussi. Moi, si j'ai 25 personnes qui viennent aujourd'hui, alors on avait plus que ça, mais c'est un exemple bidon, mais il y a 25 personnes qui viennent, il n'y en a que 2 qui achètent, mais il y en a 23 qui ont pu connecter avec notre réalité. C'est génial. C'est génial. S'il y a des finances derrière, c'est magnifique, je peux pas demander plus, mais si les gens ils peuvent juste ne serait-ce que venir 5 minutes, connaître le cœur de la marque, connecter ou pas connecter avec, c'est magnifique. Bah, moi qui suis allé, tu vois, aux 2 d'ailleurs, j'ai trouvé déjà le fait de pouvoir toucher la vie, ça change tout. Ouais, clair. Faut dire ce qu'il y a, hein. C'est pas pareil de le voir et puis t'arrives et puis tu vois le truc, t'es là, ok. C'est stylé. C'est stylé. Bon, ok, je suis conquis, tu vois. Et en plus, toi, t'as acheté une vraie pièce, hein. Moi, j'ai acheté un truc. Laquelle? Non, c'est un petit bail. Franchement, pour moi, c'est un classique. Tu m'as classique. pas dit, hein. Tu m'as caché ça, hein. C'est un petit bail classique. Je pensais qu'on était amis, toi. Tu vois. C'est un truc que tu ressors, tu vois, à une occasion vraiment spéciale. Tu sais que si tu le ressors, je vais te le voler, c'est ça? Ouais, probablement. Mais du coup, tu vois, genre, moi qui suis allé et que j'ai expérimenté, déjà, j'ai vu la différence entre le premier et le deuxième. Donc, il y avait déjà, tu as un accomplissement, il y a quand même une suite, tu vois. Clairement. Déjà une belle collaboration, déjà comment tu l'as produit. Je pense que déjà les 2 collaborations que tu as fait pour les 2 pop-up, c'était vraiment excellent. Yes. Et Merci. j'ai trouvé vraiment que tu arrives là-bas, tu connectes avec les gens, tu vois, déjà, nous, on a un bon feeling, mais déjà tout, en fait, tu vois tout. Ouais. Tu vois tout, tu vois les gens qui ont bossé dessus, tu vois les gens qui adhèrent à la marque. Exactement. Donc, tu retrouves en fait des gens que tu connaissais pas, mais qui ont la même vision que la marque et qui sont en accord avec toi aussi. Exactement. Du coup, c'est ce côté-là que j'ai trouvé vraiment incroyable et je pense que c'est un truc que je souhaite que tu continues. Vraiment. Et je pense que tu vas le faire en l'occurrence. Ah, vraiment inventé un nom pour, donc c'est littéralement dans le futur, tu vois. Ouais, clairement. Après, on va forcément continuer là-dedans, c'est sûr. Et il y a d'autres projets de fou. Moi, j'ai déjà des projets pendant 2, 3 ans, etc. Je vois plus loin. Mais on veut vraiment créer cet état d'esprit communautaire. Et c'est pas genre dire aux gens, vous devez adhérer. Parce qu'il y a des gens qui vont acheter, ils vont pas adhérer à la vision. Mais ils vont kiffer le vêtement, ils vont l'acheter. Et c'est complètement ok. Il y a toutes sortes de clientèle. Tu as un pourcentage de clientèle qui kiffe, qui achète. Tu as un pourcentage de clientèle qui kiffe pas la vision, mais qui achète. Et tu as ceux qui kiffent pas et qui achètent pas. Et c'est complètement ok. Tu dois les connaître, ces secteurs. Et tu dois apprivoiser tous les secteurs de la même manière. Moi, je pars du principe que je veux pas léser un secteur de personnes parce qu'ils aiment pas. Je communique pour tout le monde. Ceux qui prennent, ils prennent. Ceux qui prennent pas, ils prennent pas. C'est exactement ça. Hein. Je veux dire, Tesla, même, tu sais, elle veut pas le produit. Hein. Elle arrive, elle pose la voiture. Tu viens tester. C'est littéralement comme ça qu'il en a. Tu viens tester la voiture. Tu testes la voiture. T'aimes la voiture, t'achètes la voiture. Ouais, c'est ça. Point. Exactement. Il n'y a pas de, oui, alors cette voiture-là, elle a des meilleures roues, elle a meilleure Ouais, c'est ça. Non. On arrive, on vous montre le produit. Vous voulez tester, vous kiffez. C'est ça. Vous partez avec. Ouais, nous, en fait, c'est ça. En fait, c'est ce que tu dis, c'est un très bon exemple. Parce que nous, en fait, on fait jamais de la pub sur le vêtement. Maintenant, cette veste, je pourrais la prendre, cette veste, puis dire, ok, elle est en cuir. Derrière, j'ai fait un petit design, c'est une partie supérieure à la veste. Pourquoi j'ai fait cette partie? Je peux le faire. Et ça peut être intéressant pour les experts, ceux qui aiment et qui vont chercher à comprendre pourquoi tu as fait ce design-là. C'est très intéressant, tu vois. Mais en l'occurrence, actuellement, ce public-là, il est moindre. Actuellement, il est moindre. Donc, les gens ils s'en fichent de savoir ça. Donc, encore une fois, je leur dis, on met plus en avant ce côté humain et ces valeurs humaines qu'on peut promouvoir au travers de la marque que le vêtement en soi. Parce que le vêtement en soi aussi, s'il est bien fait, il parle pour lui-même. T'as pas besoin, si le vêtement parle pour lui-même, t'as pas besoin de commencer à le vendre. Oh, il y a un scratch ici, je peux enlever mon scratch.
à la limite, toi, tu t'en fous. Toi, tu trouves que la veste, elle est cool. Ton scratch, pourquoi tu veux l'enlever? Même moi, je me dis, mais le scratch, mais je l'ai mis là, mais c'est cool, mais je vais pas l'enlever. Mais c'est un petit concept. Ouais. Mais c'est le le vêtement détail. parle pour lui-même. La Tesla, elle parle pour elle-même. Exact. Je vois un gros Range Rover qui me plaît, je vais pas demander, il y a combien de chevaux dedans? Les roues, elles sont molles ou dures? Je m'en fous. Il me plaît, je peux me le payer, je l'achète. Après, c'est ma vision des choses. Mais Tout le monde ne réfléchit pas de la même manière. Totalement. Et je pense, mais ça par contre, je pense que c'est quelque chose d'humain, tu vois. Mhm. Et je pense que d'ailleurs, il y a des marques comme Tesla, justement, comme on disait, qui l'ont très bien compris et qui se rendent compte, en fait, que en l'occurrence, oui, tu m'as perturbé, mais c'est pas grave, on est dans le flow. Il y a des marques qui, en l'occurrence, Qui en l'occurrence, ils l'ont très bien compris, et le market autour de ça, Bien et sûr. le market très bien. Et je pense que toi aussi, même tu as la vision comme tu l'as fait, et je pense que pour la suite, c'est lourd. En tout cas, moi j'ai hâte de voir ce que ça va donner. yes. Et on attend que ça, hein. Moi j'attends que la collection elle sorte là. Ah gars, j'ai hâte. Moi, j'ai vraiment hâte. Et en Parce que d'ailleurs, juste pour. je m'enlève ma veste. Hein. Tu en mets ta veste, Là, je t'as chaud. commence à avoir chaud. Ah. D'ailleurs, il y a une collection qui sort bientôt, non? Il y a une collection qui sort bientôt. Hein. Ah, mais ça, moi je veux plus d'informations un petit peu là. Ça, il faut. Là, j'ai envie On va de tirer un petit peu, tu vois, genre aller chercher un petit peu de détails autour de ça. Talk about it. Talk about Ça it. sort quand? J'ai pas la date précise. T'as pas la date? Ok. C'est fin juin. Fin Fin juin. juin de sûr. Ok. Fin juin de sûr. Ok. Maintenant, le 30, le 29, le 28, le 34, on sait pas. T'as un lieu déjà? T'as un lieu? Il a pas réagi, j'ai dit le 34, il a pas réagi. C'est pas réagi, les C'est gars. parce qu'il est dans le futur. Faut pas dire, faut pas Non, dire, faut pas mais dire. ça sortira fin juin. Ok, lourd. T'as parlé d'un lieu? Ouais. Alors, donc ça sort fin juin. Mhm. On fait un photoshoot ce week-end pour la présentation, pour le Bien site sûr. internet, etc. Yes. Mais c'est notre première vraie collection où il y a vraiment, il y a 7 pièces pour femmes, il y a 8 ou 7 pièces aussi pour hommes, et il y a vraiment une cohésion entre tous les vêtements, il y a un fil rouge, et je me réjouis vraiment parce qu'elle a aussi un nom que ça s'appellera 311W39TH, c'est une rue de New York, c'est où j'ai résidé pendant un mois à New York en février, où j'ai commencé à designer les vêtements, où j'étais allé à New York pour rencontrer des stylistes, des managers de magasins, etc. Et en fait, dans ma chambre, je dessinais les pièces. Il y a un mois, je me suis dit, mais il faut qu'il y ait un nom particulier. Et moi, j'ai envie qu'il y ait des noms particuliers. J'ai pas envie de les appeler collection d'emprunts, tété. Il faut qu'il y ait un nom. Déjà, il a changé de nom de Pop-Up Store. Ah ouais. Il faut qu'au moins que la collection elle a un nom original, tu vois. Faut dire ce qu'il y a, tu vois. C'est clair. Mais c'est lourd. Et- C'est un artiste. c'est un Et du artiste. coup, voilà, il fallait que c'est un nom particulier, mais que c'est un nom. J'aime pas juste mettre des noms particuliers qui sortent de nulle part. Il faut que ce soit un nom particulier, mais Mais qui qui a du soit sens. relatif à quelque chose, Bah voilà, oui. qui ait du sens, Bah oui. que tu puisses aussi expliquer, faire du storytelling, parce qu'on le veuille ou non, Exactement. qu'on le veuille ou non, faire du storytelling, c'est super important. Et c'est pas pour comment dire ça, propulser quelque chose de bizarre. Il y a une vraie histoire derrière, autant la raconter, tu vois ce que je veux dire. Parce que des fois, on rend le storytelling quelque chose de il faut le faire, c'est marketing, parce que sinon les gens ils achètent pas. Mais il faut juste dire ce qu'il en est. Le storytelling, c'est raconter une histoire. Clair. Si tu as vécu quelque chose, raconte-la, tu vois ce que je veux dire. Et je pense que vraiment, même pour une marque, c'est méga important, surtout si c'est Bah vrai. Tu vois, parce qu'il y a Exactement. beaucoup d'histoires qui sont racontées autour du marketing, mais qui sont pas forcément vraies. Tu Mais vois. qui sont tournés un peu, qui sont enjolivés un peu, tu vois, genre, exact. ah, c'est, ouh, il faut. Ouais, exact. Alors que là, je pense que, comme tu le dis très bien, je pense que c'est vraiment ça qui compte, c'est tu vois, de partager ton expérience au final. tu vois. Exactement. Je veux dire, nous, on achète on achète ce que toi tu nous vends. Et si tu nous Exactement. vends quelque chose qui te parle à toi d'abord, Ouais. je pense que c'est vraiment intéressant, tu vois. Et puis, Ouais, Vends-nous c'est du rêve, Fonzo, vends-nous du rêve. Mais du coup, voilà, à la fin du Anglais, mois, ouais. à la fin du mois, il y a la collection qui va sortir 311W39TH. Je vais pas la faire en anglais parce que ça me fait, tu vois ce que je veux ouais, dire. ouais, t'inquiète. Et Amadou, tu veux la faire en anglais? C'est Luna, c'est. Là, 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 là. et du coup, voilà, pour moi, ça me tenait à cœur de mettre ce nom-là, et c'est aussi un nom qui est un peu spécial, particulier. Et il y a vraiment des belles pièces. Il y a vraiment, autant J'ai- pour j'ai hommes que hâte. pour femmes, il y a vraiment J'ai des belles hâte. pièces. Je suis très, très content aussi parce qu'on a un public féminin. Mhm. On a tout le temps fait sold out nos pièces féminines, donc on a un public féminin. Donc ma femme, elle m'a dit, il faut que tu vendes, il faut que tu fasses quelque chose pour les femmes. Et c'est plus compliqué que pour les hommes Mhm. quand tu es un homme Bah oui, et forcément. tu penses qu'à ta garde-robe à toi. Ouais, forcément. Mais elles sont quand même lourdes, les pièces là, qui ont été créées pour femmes. Et puis ensuite, tu parlais d'un lieu. Mhm. On en parlait avec mon frère récemment, justement. Il me disait, mais comment tu veux faire pour présenter tes collections, etc. Et je lui disais, bah, la réalité du terrain aujourd'hui, elle ne me permet pas, aussi financièrement, etc., de créer des contextes qui me permettent de développer ma collection,
de la présenter, etc. Maintenant, ce sera au travers de notre site internet, ce sera au travers d'Instagram, peut-être au travers de plateformes, je sais pas, multimédia, s'il y a des gens qui nous invitent, j'en sais rien, tu vois. Mais l'objectif, à partir du 1er août, on aura notre premier showroom et atelier bureau. C'est lourd. Donc ça, c'est incroyable. Et justement, ça permettra d'avoir des gens qui viennent tester, des gens qui peuvent sentir de manière palpable notre cœur, ce qu'on veut faire. Donc ça, c'est génial de chez Génial. Et puis, du coup, au travers de ce local, on va pouvoir présenter nos collections, en fait. La collection d'hiver qui va arriver cette année, on va pouvoir la présenter au travers de notre local. Et puis ensuite, lorsqu'on grandira, on va créer des concepts. Peut-être que vous allez me poser des questions après sur la Fashion Week, j'ai pas envie d'aller plus loin du coup dans ce sujet-là, mais moi j'ai pas envie forcément de répéter ce qui se fait au travers du milieu de la mode. Je vais pas boycotter la Fashion Week, si un jour je suis invité, je vais y aller. Mais j'ai envie de créer quelque chose. Laquelle? Celle de New York, celle de Paris, celle de... Ben moi, de cœur, je te dirais de New York, mais celle de New York, elle est claquée au sol à côté de celle de Paris, de Milan. Paris et Milan, alors Paris, c'est le vrai bail à 100%. Okay. Milan, ça l'est aussi. Mais en fait, je pense que c'est mon jugement personnel, hein. Il implique personne d'autre. C'est Paris, Milan, Londres et New York. Et après, tu as aussi des Fashion Week dont personne ne connaît. Dont ceux qui ne sont pas experts de la mode ne connaissent pas, mais t'as Copenhague, t'as plein d'autres dans Israël, il y a dans toutes les grosses villes du globe, tu vois. Mais c'est dommage à dire parce que je suis pas un grand fan de Paris, mais Paris c'est la plus grosse Fashion Week. Okay. Mais voilà, j'ai un peu dérivé. Mais pour dire que nos collections, elles seront sûrement présentées. La prochaine collection, après celle d'été, elles seront présentées dans notre local. Et après, si on a plus de finances, moi je vais vous en parler parce que ça va pas arriver cette année. Mais à la fin de l'année, j'avais prévu, les gars, de créer un défilé et je mets 8 paires de guillemets à côté du défilé parce que j'aime pas trop le concept de défilé où voilà, il y a des gens qui vont en ligne, on met un petit peu de musique Gros, tu veux venir chambouler l'industrie, toi, hein. Tu veux venir changer tous les codes, hein. Je suis pas là pour venir révolutionner, mais par contre, je suis là pour venir apporter ce qui me transcende, en fait. Ce qui te parle. Et j'ai pas envie, en fait, bien sûr, sur certains aspects, je veux rentrer dans le canevas. Parce que tu peux pas venir puis commencer à dire, je veux révolutionner le game, moi, je suis quelqu'un, vous êtes personne, tu vois. Mais je veux rentrer sur certains aspects, je veux rentrer dans un canevas. Mais sur certains autres aspects qui sont plus créatifs, j'ai envie de créer mon mood, de créer ma vibe. Et du coup, en fait, j'avais comme objectif pour octobre ou novembre, mais en vue de la situation par rapport au Covid, etc., c'est difficile de développer ça. Mais d'ici la fin de l'année, j'avais vraiment pour objectif de créer un genre de défilé en collaboration avec... je suis un grand fan d'architecture. Et plus tard, j'espère faire de l'architecture aussi. Et du coup, de pouvoir faire une collaboration avec des ingénieurs, des architectes et créer dans un immense local à Zurich ou Lugano ou peu importe, une grosse ville qui a vraiment beaucoup de gens, pouvoir créer un concept défilé avec... collaboration avec Stress aussi, parce qu'on est proche de Stress, tout à coup, il pourrait faire un petit concert, etc. Mais vraiment créer un contexte, et ça aurait été une soirée, mais extrêmement chère. Mais moi, je dis toujours à mon équipe, ça aurait peut-être été une soirée à 100 000, voire 200 000 francs, que je n'ai absolument pas. Mais je pars toujours du principe, en fait, que je veux rêver 20 fois plus grand que ce qui est permis, humainement parlant, pour le moment. Parce que même si je vise trop haut, si je descends, je reste encore dans des bons standards. Exactement. Si tu vises moyen et que tu dois descendre le standard, tu descends dans du médiocre. Tu sais ce qu'on dit, tu vois ce que je veux dire? Tu sais ce qu'on dit, non? Vise la lune. Mais même si tu l'atteins pas, au moins tu finiras avec les étoiles. Exactement. Et c'est ça l'objectif. C'est vraiment de se dire, mais voilà, il n'y a aucune limite. Aucune limite. La seule limite que tu peux te poser, c'est la tienne, en fait. C'est de dire, mais je peux pas. Non, tu peux, frère. Moi, je vous le dis, je dis à tout le monde, à tous les auditeurs, à vous deux, à Will, à n'importe qui. À toutes les personnes, si t'es déter, t'as aussi un bon entourage, c'est le plus important. Claire, tu peux tout faire, et je peux pas encore attester de ça parce qu'il y a des choses que je peux pas dire, mais dans ce qu'on est en train de développer, la détermination, le fait d'être bien entouré, ça commence à apporter des résultats. Donc, voilà, il faut vraiment croire en soi-même. Mais je pense que c'est méga important, et je pense que tu es très juste dans le sens où, si tu n'y crois pas, mais qui va croire à ta place? C'est ça. Je veux dire, c'est calme, hein. Faut dire ce qu'il y a, tu vois, genre, t'es là, tu vois, t'as un rêve devant toi, mais si c'est pas ton rêve à toi, et puis tu l'imagines pas, que tu le crées pas, et puis que t'as pas l'ambition de le réaliser, dream big. Oublie. Dream big. Oublie. Et du coup, je pense que c'est très beau, et d'ailleurs, c'est pour ça aussi que je t'ai invité, tu vois, parce que je vois que c'est en train de devenir ce que tu as envie que ça devienne. 100%.
Et Ça, c'est beau. magique, ça. Hein. C'est magique. C'est magique, ça. C'est le mot. Non, mais c'est magique, la ça. route est encore à faire. Il y a encore une Ah longue oui. route à faire. Mais Ah non, on Ouais, commence mais à quand tu vois la toucher de chose se manière matérialiser, palpable. c'est C'est magnifique. incroyable. C'est Ouais. vraiment incroyable. Non, c'est bon. Et juste pour rebondir sur quelques points, Elias, mon co-host et moi, c'est aussi un ami très proche. On a fait des bancs ensemble, la fac, tout ça. Yes. On a un peu un esprit indé, donc indépendant et très entrepreneurial. Elias, Yes. il est dans pas mal de choses. Il se lance tout seul. Et d'ailleurs, il faudrait applaudir. L'influence. Il faudrait voilà, c'est un influenceur. Hein. C'est pas moi. C'est le beau gosse de la clique. Les 25 ou les 35K sur Instagram? Donc, t'as vu ou quoi? Et 25 puis, ou 35. On a 29, je crois. Par là. Voilà. Ouais. Et moi aussi, tu sais, je me suis lancé dans pas mal d'entreprises dans ma vie. J'ai 27 ans aujourd'hui. Yes. Et d'autres ont réussi jusqu'à un certain niveau et certaines ont échoué. Yes. Et même Ça fait ce partie du process. exactement, même ce podcast-là, j'avais pensé à une idée similaire il y a plusieurs années auparavant, mais qui n'a jamais abouti. Yes. Je suis assez familier avec le monde du textile parce que pour mon projet de bachelor, j'ai créé une marque de textile avec 3 autres personnes Yes. qui a fonctionné pendant un moment donné, mais on n'a pas éventuellement continué parce que voilà, moi je suis parti, on s'est séparés, tout ça, tu vois. Yes. Et vu qu'on vit ici aujourd'hui en Suisse, c'est vrai que c'est vrai que le marché est entre guillemets favorable, etc. Mais moi, j'ai plutôt l'impression aussi que vu que le standard de vie il est assez haut et que l'économie elle est très très stable, Mhm. ça fait que les jeunes, ou plutôt les gens qui veulent se lancer, n'ont pas forcément envie parce qu'aujourd'hui ils vont se dire bon, je fais des études, si je finis, j'ai un salaire de 5 6 000, voire 7 000 ou 8 000, ça dépend Yes. comment tu négocies. Bien sûr. Mais je suis calme, tu vois, j'ai pas Ouais. besoin d'aller créer un bail, tu vois Exactement. ou quoi. Exactement. Donc Très qu'est-ce que tu dirais, toi, à tous ces jeunes ou tous ces gens qui veulent mettre pied dans ce monde dans ce monde de l'entrepreneuriat, dans l'inconnu, tu vois? Mhm. Non, en fait, je pense que premièrement, il y a des envies, il y a beaucoup de choses qui empiètent. La chose principale qui empiète sur le fait de vouloir devenir entrepreneur. Déjà, c'est pas tout le monde qui est appelé à devenir entrepreneur. Il y a des gens Clairement. qui font beaucoup d'amalgames. Ils pensent que tu peux toi-même développer ton entreprise. Moi, je pars du principe qu'on a chacun une destinée, un appel dans notre vie. Clair. Ça veut pas dire que c'est que défini par l'entrepreneuriat. Tu peux avoir plusieurs secteurs. Mais aujourd'hui, tu peux pas devenir entrepreneur si t'es pas appelé à devenir entrepreneur. Clair. Et on se donne l'étiquette d'entrepreneur. Moi, je me suis jamais dit entrepreneur. Je veux dire, moi, j'ai développé mon business, je suis designer. Si quelqu'un veut me catégoriser d'entrepreneur parce que j'ai T'es développé une entrepreneur. entreprise. Oui, mais moi, je vais pas me catégoriser d'entrepreneur. Tu vois ce que je veux dire? Et on met trop facilement l'étiquette d'entrepreneur sur quelqu'un. Mhm. Mais là n'est pas le fait. Mais je pense que les motivations aujourd'hui qui empêchent aux jeunes de se développer, c'est pécunier. C'est Mhm. vraiment l'aspect financier. Tu l'as dit. Mhm. Aujourd'hui, tu peux faire des études, tu peux avoir un job à 5 000, 6 000, 7 000, 10 000, 12 000, enfin, Mhm. peu importe le montant. Et Mhm. tu te dis, c'est cool, c'est bien, j'ai mon salaire qui tombe à la fin du mois, je fais mes petits kiffs et tout. Mais moi, la question que j'ai, c'est est-ce que tu es enthousiaste et est-ce que tu as la paix et est-ce que tu es bien avec ça? Ouais. Parce que tu vas Est-ce peut-être que pendant chaque deux- jour tu te lèves avec Exactement, avec Une la niaque, tu passion, vois, quoi. avec ce. Moi, je dis tout Ouais. le temps, l'une des choses que j'ai partagé à ma femme et je l'ai partagé régulièrement, je lui disais, mais même si maintenant je dois signer un contrat pour Whitepage pour 3 000 francs pour toute la vie, mais je travaille indépendamment pour Whitepage, mais je signe demain. Je signe demain. Parce que j'ai pas besoin de gagner 25 000 francs par mois. J'ai pas besoin de gagner, de faire un chiffre d'affaires annuel de 8 millions. Si je le fais, tant mieux. J'ai Mhm. des objectifs financiers pour ma boîte parce que je veux que ça Mhm. tourne. Mais c'est pas la soif d'argent qui me permet d'avancer. C'est pas la soif d'argent qui m'a fait me lancer. ouais. Mais je parle souvent de la zone de confort, c'est qu'on reste mais la Suisse ne nous aide pas Mhm. avec ça, parce que la Suisse nous met bien financièrement, la Clairement. Suisse nous met bien au niveau social, la Suisse nous met bien au niveau des assurances, au niveau Mhm. des banques, au niveau de Mhm. plein d'aspects. Donc C'est ça stable. nous aide pas. C'est très Ça stable. nous aide pas à nous Ouais. développer, mais Mhm. c'est pour ça qu'il faut des gens comme moi, comme toi, comme Elias, Mhm. comme Will, qui est aussi Mhm. entrepreneur. Mhm. Toutes ces personnes qui se lancent, Mhm. pour moi, ils ont une voie, ils ont une plateforme. Et aujourd'hui, quand tu deviens entrepreneur, Mhm. tu dois pas juste penser au fait de développer un produit. Tu dois penser au fait de développer un produit, certes, mais tu dois penser au fait que tu dois lever une génération. Pour moi, quand tu as une entreprise, tu as une plateforme. Et Claire. cette plateforme, tu l'influences comment? Cette plateforme, tu l'influences comment? Est-ce que tu prends du temps pour penser aux gens, la future génération, la génération qui veut... J'ai un truc que je vais réaliser avec Whitepage, j'aimerais trop en parler, mais ça... J'aimerais trop en parler, mais je vais pas en parler parce que c'est... Vas-y, tu peux Non. lâcher un petit morceau. Non, je vais pas, Hein? je vais Un pas, petit je vais truc, pas le donner un aux gens. petit Non, truc. je vais pas donner aux gens l'idée parce que peut-être qu'il y a un designer par-ci par-là qui va écouter, qui va me prendre l'idée. T'as raison. Mais elle va dans cette direction-là de se dire, mais en fait, moi, Ouais. j'ai une plateforme d'influence qui est Oui. très petite pour l'instant, mais si un jour j'ai une immense plateforme d'influence, Mhm. est-ce que moi je veux redonner aux gens? Ouais.
Et je veux pas redonner aux gens qui ont acheté pour 25 000 balles dans ma marque, je m'en fous. Je veux redonner aux gens qui ont ce cœur, qui ont envie d'activer quelque chose dans leur vie, qui sont appelés à devenir designer de mode. Parce que je suis designer de mode, mais si j'étais architecte, s'il y a des jeunes qui veulent devenir architecte, mais on leur dit, ouais, tu peux pas, j'ai envie d'être ce gars qui dit, moi, je te tends la main, frère. Viens, je t'aide à devenir architecte. Et du coup, en fait, pour moi, c'est cette mentalité qu'on doit développer en Suisse en tant qu'entrepreneur jeune ou moins jeune, de pouvoir se dire, mais je développe un business, mais au-delà de développer mon business, j'ai une plateforme d'influence. Et cette plateforme d'influence-là, j'aime la vision. Elle va pouvoir influencer des jeunes à devenir. Et tu vois, c'est le fait de sortir de ce... Mais après aussi, ce qui fait que tu sors de cette zone de confort-là, c'est de qui tu t'entoures. Il y a une citation qui dit, montre-moi tes amis et je te montrerai ton futur. Facts. Frère, si tu traînes avec des gens qui n'ont pas d'objectif dans la vie, tu n'auras pas d'objectif dans la vie. J'ai traîné avec des gens qui n'ont pas d'objectif, mais moi j'ai un caractère entrepreneurial. Donc, mais si tu n'as pas cette fibre et que tu traînes avec des gens qui ne te tirent pas vers le haut, moi je dis tout le temps, hein, moi je veux être entouré. C'est difficile pour toi-même de te dire que tu dois être entouré de meilleures personnes, mais moi je cherche à être entouré de meilleures personnes. Parce que les gens qui sont meilleurs que toi, c'est eux qui viennent et disent, frère, viens, je te lève. Et ensuite, c'est moi qui lèverai quelqu'un d'autre, etc., etc. Et ça fait mal à ton orgueil de te dire qu'il y a des gens qui sont meilleurs que toi. Mais Jean-Paul Gaultier lui-même, un mythe de la mode, j'aimais pas forcément ce qu'il faisait en termes de mode, mais en termes de mentalité. Il disait, il faut être entouré des meilleures personnes. Mais oui, sinon tu n'évolues pas. Mais tu n'évolues pas, exactement. Mais si tu es la personne la plus intelligente dans la salle, tu vas aller où? Et si t'es pas si challengé, je suis le plus intelligent, je sors de cette chambre, enfin de cette salle, tu vois, exactement. De ce studio. Exactement. Parce que j'ai pas besoin d'être là. On a besoin d'être challengé. Et aujourd'hui, je sais pas par quel biais on peut le faire. Je pense que vous pourrez très bien le faire aussi au travers de ces podcasts. Et je vous souhaite vraiment d'avoir une audience énorme pour pouvoir communiquer ça, parce que je sais que vous avez un cœur aussi pour communiquer, je pense, ce genre de choses. Mais aujourd'hui, on doit sortir de cette zone de confort qui nous, en fait, on doit arrêter d'avoir des œillères sur nous-mêmes et se dire, en fait, il y a les autres aussi. Et les autres, c'est pas forcément des gens qui vont piquer mon argent. Moi, il y a des gars en Suisse qui ont des marques de vêtements. J'ai acheté leurs vêtements. Et je les prends pas comme de la concurrence. Je peux pas partir, bien sûr, sur le marché, c'est une concurrence. Parce qu'ils pourraient aller acheter leur marque plutôt que la mienne. Mais je pars pas dans cette mentalité-là. Je me dis, il y a des gars qui se sont lancés. J'aime ce qu'ils font. J'achète. Claire. Peu importe s'ils font la même chose que moi. Et c'est cette mentalité qu'on doit avoir. C'est de penser qu'en fait, on est là, on développe un produit, mais il y a des gens qui ont aussi des bonnes choses. Et on peut leur donner. Et ils peuvent nous donner. Et les gens qui n'ont rien développé, on peut les aider à développer. Yes. Et du coup, pour moi, ça, c'est important. Donc, la chose que je pourrais dire à quelqu'un, donc là, tu dis, parler à quelqu'un qui est juste concentré sur gagner ses 1 000 francs par mois, rentrer à la maison, etc. Ou plutôt sur le commun des mortels, en fait, un peu le... Enfin, quelqu'un qui est dans la voie classique, donc qui a fait une formation ou des études, mais qui a beaucoup d'ambition et qui veut se lancer, mais qui a peur de se... Parce que l'entrepreneuriat, c'est l'inconnu, tu vois. C'est le sacrifice financier, c'est le sacrifice de sommeil. Littéralement, tu vois, Vraiment. Ce n'est pas de tout repos, tu vois. Absolument pas. C'est encore plus stressant que justement une vie classique où tu as un 9 to 5, 8h, 18h, tu vois. Exactement. Mais qui veut et qui a une ambition, qui a une vraie idée derrière, mais qui a peur. Parce que je pense que la peur aussi, c'est le plus grand frein. 100%. Tu vois. 100%. La peur, c'est le plus grand 100%. frein. Après, la peur peut t'aider un peu. Mais si tu as une peur jusqu'à ce qu'elle te paralyse, c'est là que ça peut devenir un sérieux problème, tu vois. En fait, donc, qu'est-ce que tu peux dire, toi, à ce jeune-là qui va nous écouter, ou à cette jeune qui va nous écouter, ou à cette dame qui est assise dans son salon, à ce monsieur qui est en train de faire le ménage, t'as vu ou pas? T'as capté ou pas? Yes. Qu'est-ce que tu vas dire à ce gars-là, ou à cette personne? Déjà, premièrement, cette personne, j'ai envie de lui dire, cherche mon contact Insta, on va s'écrire. Déjà, premièrement. Rfonzo. R-F-O-N-Z-O. Okay. Déjà, premièrement. Et puis ensuite, ma marque, elle s'appelle White Page. Et l'objectif, pour moi, c'est de dire aux gens, arrête-toi 5 minutes, prends une page blanche, écris ce qui te passe par la tête, tes plus grands rêves. Fais un peu un genre de canevas de ce que tu veux faire de ta vie, comment tu veux le faire. Donc, fais ça, arrête-toi 5 minutes. Ensuite, une fois que tu as fait ça, tu vois, le truc, c'est aussi, une fois que tu as fait ça, tu le poses dans ton tiroir et tu reviens à ça 3 mois plus tard et tu dis, mais qu'est-ce que j'ai fait par rapport à ça? Est-ce que j'ai évolué? Est-ce que les points que j'ai mentionnés sur la feuille, je les ai développés? Et après, entoure-toi des personnes qui peuvent te tirer plus loin. Parce que je suis quasiment sûr qu'il y a énormément de personnes qui s'en arrêtent au fait d'écrire leurs rêves, dessiner des trucs, et puis après, ils vont pas à l'étape suivante qui est trouver les bonnes personnes, trouver les bons filons, trouver l'énergie qui leur permettra d'aller plus loin. Et du coup, il faut faire toutes les étapes du procédé, mais il faut être conscient des étapes du processus. Et comment tu es conscient des étapes du processus? Tu te renseignes. Et aujourd'hui, à l'heure d'Internet,
plateforme prépondérante, T'as pas t'as pas d'excuse. d'excuse. Tu peux aller chercher l'information. Donc, va chercher l'information sur Internet. Cherche Ouais. l'information autour de toi. Ouais. Et écris tes rêves. Ouais. Déjà ça aussi, ça te permet d'activer quelque chose si tu l'écris. Parce que tu sais, il y a trop de gens, et il y a une phrase qui disait qu'il y a énormément de rêves qui ont été enterrés. Comment elle était cette phrase-là? Il parlait, c'est glauque un peu, mais c'est au cimetière. Il disait qu'il y a énormément d'entreprises qui ont été enterrées sans avoir même commencé au cimetière. Donc il y a plein de rêves qui n'ont pas éclore. Il y a plein de choses qui ne sont pas passées. Parce qu'il y a des gens qui n'avaient pas le cran ou pas les personnes autour d'eux. Non, c'est vrai. Mais je pense que tu vois, le fait que les gens se lancent pas, le fait que les gens sont un peu réticents, tu vois, au fait d'entreprendre ou simplement d'accomplir ses rêves. Et je pense que vraiment le début, tu vois, c'est vraiment de se poser, de réfléchir, est-ce que tu es content, est-ce que tu es heureux, est-ce que tu apprécies qui tu es, tu vois, tu apprécies ce que tu fais. Exactement. Et puis par rapport à ça, en fait, si tu réponds non, il faut peut-être commencer à te poser les bonnes questions. C'est ça, exactement. En fait, la réponse à ces questions-là, elle va te permettre de trouver une direction. Ou en tout cas, d'activer le chemin vers la direction souhaitée. Tu vois ce que je veux dire? Et ouais, mais je pense que si on s'en lance pas, c'est qu'on a peur de perdre quelque chose. On a peur de perdre des finances. On a peur de perdre cette stabilité. C'est la peur, toujours. Hein. Ça revient. C'est la peur, mais vraiment la peur de perdre quelque chose. Ouais. Et en fait, on se rend compte finalement que, en règle générale, si c'est avec une motivation saine et positive, perdre quelque chose, ça te permet de gagner ensuite quelque chose. Moi, la première année, j'ai dépensé 35 000 francs. Qui me dit que je vais les récupérer les 35 000 francs? J'ai perdu de l'argent, mais j'ai gagné en relation, j'ai gagné en expérience, j'ai gagné en talent, j'ai gagné en plein de choses. J'ai perdu 35 000 francs, mais on est en Suisse aussi. En Suisse, tu as investi 35 000 francs, tu les as perdus, tu fais faillite, recommence un job, tu refais ton compte épargne, c'est bon. On n'est pas aux États-Unis. Aux États-Unis, les gars, ils perdent tout. Trouver du job, c'est galère. Là, on est en Suisse. Donc, pour moi, tu n'as aucune excuse à ne pas te développer, sortir de ta zone de confort. Mais après, c'est une envie. Si tu l'as pas, tu l'as pas. Tu l'as pas. C'est ton droit. Moi, c'est ce que je disais avant, c'est qu'on n'est pas tous appelés à être entrepreneurs, on n'est pas tous à avoir des entreprises. Mais pour moi, et c'est ce que je dis souvent, c'est que celui qui veut, le commun des mortels, celui qui se dit, ben voilà, moi, je suis employé de commerce toute ma vie dans un bureau et je garde mon statut là, si tu en paix avec ça, Clair. et que tu sais que c'est ton appel, ta mission, d'être employé de commerce dans cette entreprise et de donner ce que mais tant mieux, mais je te souhaite de rester toute ta vie dans cette entreprise. Mais sois le meilleur employé de commerce de toute l'entreprise. Exactement, exactement. Mais avec cette, quand même toujours être conscient, et aussi, moi, je parle souvent des saisons, il y a énormément de saisons dans la vie. Et on doit être conscient que chaque saison a des facteurs différents. Et il faut être conscient de ça. Ouais. Et il y a aussi cette deuxième catégorie de gens, je pense qu'on les connaît tous, hein, qui ont pas mal d'idées. C'est pas mal, vraiment, des fois tu les écoutes, vraiment de bonnes idées qui pourraient vraiment marcher. Je dirais pas des idées révolutionnaires parce que il y a rien qui est nouveau en bas du soleil. Nothing new under the sun. Capté. Mais ce genre de personnes ont de très très bonnes idées, mais ils ne passent jamais à l'action. Tu vois. Ils ont tout peut-être sur le papier, etc. Ouais. Tout est carré, etc. Mais lorsqu'il s'agit de passer à l'action, de se lever demain ou lundi, dire vas-y, là je commence mon process, ils le font pas, tu vois. Qu'est-ce que tu vas dire à ce genre de personnes? Mais moi, je pense qu'il faut être conscient de ta position. Parce que tu peux avoir 150 000 idées, mais tu peux être l'exécuteur ou alors tu peux être l'exécutant. Tu peux être celui qui va mettre la vision en place, qui va travailler en conséquence de cause, ou alors tu es la personne qui va te soumettre à la vision de quelqu'un d'autre. Parce que toi, aujourd'hui, tu peux créer des idées qui sont peut-être pour ton futur boss. Tu vois ce que je veux dire? Tes idées, elles sont pas forcément que pour toi. Si toi, tu sais que ta position, c'est pas d'être entrepreneur, moi, à un moment donné, quand mon entreprise Whitepage, elle va se développer, il y aura plus de finances, il y aura plus de gens, je vais devoir réfléchir, est-ce que j'ai envie d'être CEO? Donc, gérer administratif, leadership, relationnel, ou est-ce que je veux être designer? Est-ce que je vais être designer ou est-ce que je vais être CEO? J'aimerais bien pouvoir faire les deux, et j'espère fortement que je vais pouvoir faire les deux, mais tu as une prise de position. Et comment tu prends cette prise de position? En étant conscient de tes capacités, de ce que tu es appelé à faire. Parce que tu peux penser être entrepreneur. Mais justement, en fait, le truc, c'est que des fois, on n'est pas conscient des nuances qu'il y a et puis des différentes décisions et choix que tu dois prendre. Il faut juste être conscient qu'à un moment donné, ben voilà, si tu dois pas être le CEO, tu as peut-être des idées pour ton CEO. Et c'est complètement OK. Bon, on arrive gentiment à la fin de ce podcast. Super intéressant. On peut pas tous dire, mais on peut aller pour 4 heures de temps. On pourrait y aller pour 4 heures, clairement. Mais non, mais vous inquiétez pas, il y aura l'autre épisode. On a dit saison 2, épisode 3. Oui, saison 2, épisode 3. Ok, c'est noté. Saison 2, épisode 3, on a déjà le nom. D'ailleurs, je sais pas si tu as un petit truc à ajouter, tu vois. Est-ce que tu as envie de finir par quelque chose? Est-ce que tu as une petite phrase ou un truc tu as envie de partager en fait aux gens qui nous écoutent?
Et puis on clôturera sur ça, tu vois. Moi, je pense que la discussion qu'on a eue, voilà, par rapport à se lancer, par rapport aux idées, par rapport à l'enthousiasme, etc., je pense que c'est quelque chose aujourd'hui, pour moi, si je peux communiquer quelque chose, c'est vraiment nourrissez-vous bien. Les gens, nourrissez-vous bien, je parle pas de nourriture, mais nourrissez-vous bien pour construire qui vous êtes, savoir qu'est-ce que vous voulez faire et entourez-vous des bonnes personnes, tu vois. Et foncez si un objectif, ne pas avoir la crainte de manquer quelque chose. En fait, je pense que dans la vie, on fait pas certaines choses parce qu'on a peur de manquer ou peur de perdre quelque chose. Et je pense qu'on est dans un contexte favorable en Suisse dans lequel on peut perdre très peu de choses, à part si on foire, mais fois 1000. Mais c'est difficile de foirer fois 1000 et faire des fautes graves. Je pense que si tu es sage, raisonnable, tu as les bonnes personnes, tu peux louper. Et même si tu foires. Mais c'est un apprentissage. Tu as parlé avant des échecs, on va terminer, mais tu as parlé avant des échecs, mais ça fait partie du processus. Mais moi, écoute. Mais tu peux pas apprendre et faire un level up si tu n'as pas échoué. Clairement pas. Et après, on peut parler de micro-échecs. C'est-à-dire que dans Whitepage, moi, j'ai vécu des micro-échecs quand j'ai dépensé de l'argent dans quelque chose dont j'avais pas besoin. C'est un échec pour moi. Mais j'ai appris quelque chose. Donc, moi, je pense que c'est difficile de tout synthétiser et puis de dire, écoutez les gars, et puis je vais pas dire les gars, foncez, croyez en vos rêves, c'est bidon. Mais formez-vous, apprenez à vous connaître, apprenez à savoir qui vous êtes, apprenez aussi à considérer vos idées, considérer vos rêves, et ensuite considérez les gens à côté de vous qui peuvent vous amener vers ce rêve, dans cette direction. En tout cas, c'était lourd de ouf. J'ai kiffé le premier épisode. Franchement, pareil, incroyable. Franchement, merci pour ce temps, les gars. C'était vraiment cool. Je te juste à remercier en tout cas, tu vois, tous les gens qui ont permis ce podcast. Tu vois déjà mon co-host qui est là, qui est venu. L'invité, forcément. Forcément. Yes. Et puis, Raf Fonzo, ok? Raf Fonzo. On pluggera everything dans la description. Et puis, en tout cas, Via Media qui nous a permis d'être ici dans ce studio qui est vraiment incroyable. Vraiment. Et forcément, Will qui est là-bas au fond. Gros matos. Produit par Will, produit par endirect.ch. C'est vraiment lourd. J'ai adoré faire ça. Et j'ai hâte de faire l'épisode 2. Voilà. Merci à tous. Merci pour vous. Et puis, au plaisir, quoi. Très bien. I'm out. I'm out. Drop the mic.